je vais vous présenter un peu un état des lieux de thérapie de la résistance. Jean a parlé des propositions de son rapport, mais il y en a beaucoup. Je vais vous dire un peu ce qui se fait ailleurs, ce qui ne se fait pas en France, et d'essayer d'évoquer pourquoi ça ne se fait pas en France. Et je vais m'appuyer là-dessus sur deux thèses que j'ai dirigées, celle de Sophie Brand, il y a de la Grésie, là, et celle de Marianne Géry, qui est devenue ma quatrième associée, qui toutes les deux ont été publiées dans Médecine maladie infectieuse. Voilà. Je suis donc généraliste en activité, je suis membre de la commission de transparence de l'HAS. Je suis vice-président d'Antibiolore. Jean faisait allusion tout à l'heure à certaines régions, dont la Lorraine, qui s'est dotée d'un réseau. Il y en a deux, oui, il y a Medqual en Pays de Loire, en fait, où on a mis en place des structures d'appui et d'aide, et ça ne sert rigoureusement à rien, mais ça reste entre nous. Les consommations n'ont pas plus baissé en Lorraine qu'ailleurs. Et on travaille beaucoup. J'ai bien sûr aucun gain d'intérêt pour le pharmaceutique, autrement je ne serais pas là. Les décès liés à des bactéries multirésistantes, ce n'est pas une plaisanterie, hein, c'est 25 cas tous les ans en Europe, 12 500 en France, 23 000 aux États-Unis. C'est une véritable menace pour la santé humaine, c'est une véritable menace pour l'avenir, et il y a très peu de nouveaux antibiotiques en cours de développement. Il y a des associations avec une céphalosporine, un inhibiteur, je ne sais pas quoi, mais de vraies nouvelles molécules, il n'y a pas grand-chose dans les tuyaux. Les plans et rapports s'accumulent, je n'ai pas fait le listing intégral. L'OMS depuis longtemps a plusieurs plans qui sont magnifiques. Les plans antibiotiques dont Jean vous a parlé, et donc il nous reste quelques mois pour atteindre l'objectif de moins 25%, ça va être difficile. Je crois qu'il faut arrêter les antibiotiques jusqu'à la fin de l'année, ça me paraît la seule solution. Il y a eu une très belle instruction ministérielle, et puis il y a donc le rapport que Jean a coordonné. Et puis on nous annonce pour bientôt, pour l'automne, une grande concertation, une grande coordination. Donc on bouge beaucoup. Et puis hier soir, en peaufinant le diaporama, je suis encore tombé là-dessus, Jean, je ne sais pas si tu connais, invité encore un truc. La Sorbonne Nouvelle, Paris, sur les antibiotiques. Donc, on voit bien qu'en haut, ça bouge. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ça s'agite beaucoup et que ça produit beaucoup, mais dans les faits, je ne sens pas vraiment de choses. Alors, 90% des antibiotiques sont consommés en ville. Jean vous a bien démontré qu'on était mauvais en ville comme à l'hôpital comme en ville, pas de différence. 70% de ces 90% sont prescrits bien sûr par les généralistes. Il y a également les... C'est à quel sens ce bout de fond là? Non, vous n'en avez pas? Non, vous ne pas. Bon. Il y a également les dentistes qui sont gros prescripteurs, et les autres, les spécialistes de vie qui sont pas meilleurs que les généralistes. Et donc, ça croît inexorablement. Alors, Jean vous a dit que c'était stable. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça croît. Et qu'on baisse un peu parce qu'on était à 33 et qu'on est ravis de passer 33 à 30. Eh bien, nos amis allemands consomment en gros 2 fois moins, les Anglais et les Suédois aussi, et les Pays-Bas consomment 3 fois moins. Donc, retenons ça, si vous retenez que ça, vous n'avez pas tout à fait perdu votre temps. Les Néerlandais consomment 3 fois moins d'antibiotiques par tête d'habitants que nous, moyennant quoi ils ont moins de résistance, bien sûr, et donc c'est possible. Et allez-vous promener aux Pays-Bas, ils n'ont pas tous du pu qui sortent des oreilles, du nez. Alors, vous avez remarqué, non? Allez, à Amsterdam, vous savez, il y a des choses sympathiques à y faire. Autre éclairage, Jean l'avais un petit peu amorcé, c'est qu'il y a 3 classes d'antibiotiques particulièrement à risque en ce qui concerne les résistances. C'est l'amox acétylamique, augmentin pour parler commercialement, les finolones et les C3G. Eh bien, alors que la recommandation de 2011, je crois, 2011, dit clairement qu'il n'y a quasiment plus de place pour l'augmentin en ville. Quasiment plus. Les cellulite frontales et c'est discutable, quelques pneumonies post-grippales, enfin, c'est marginal. Moi, l'augmentin, j'en passe 2 fois par an, les morsures d'animaux, enfin, c'est vraiment marginal. Eh bien, les consommations continuent à augmenter. Donc, cette recommandation qui est de bonne qualité, ben, ça ne vient rien. Il y a encore énormément de prescriptions d'augmentin dans l'otite et également de C3G, alors que ça traite de la boxe. Et donc, voilà, on passe, et il ne se passe pas grand-chose. Ça, sinon, une diapo que François va reconnaître, parce que c'est lui, c'est marqué, hein, et c'est pareil. Donc, la bonne nouvelle, c'est quand même que les prescriptions d'amoxicilline en pourcentage augmentent, heureusement, mais je crois que l'augmentin est là, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et ben, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Voilà. Et ben voilà. L'augmentin continue à couler à flot. Mais ça n'a pas bougé.
continue à couler à flot. J'ai une anecdote mémorable, j'en ai beaucoup, mais c'est là j'y tiens. Un patient l'année dernière qui vient avec une toux fébrile. Ah, je lui dis écoutez, j'ai un vague doute sur votre base droite, je crois vraiment que c'est une bronchite, mais par sécurité, allez quand même faire une radio. Je l'envoie faire sa radio. Au lieu d'aller chez le radiologue, il va aux urgences. Et alors le compte rendu est magnifique. C'est vient pour toux fébrile et pour éliminer les pneumonies, prise de sang normale, radiographie pulmonaire normale, auscultation pulmonaire normale, donc bronchite aiguë, donc augmentation. Voilà. Et ça, on voit ça tout le temps, c'est dramatique. Voilà. Et tu parles d'Avanic et d'Isiops, il nous reste 5 minutes? Ben non, ça va tout de suite. Bon, alors je vais accélérer. Alors, si j'ai que 5 minutes, j'en prends 4 pour celle-là. Parce qu'on vous a parlé ce matin de la variabilité des pratiques. Là, vous avez, c'est dans la ROS. Donc la ROS, c'est la rémunération sur objectif de santé publique, qui est discutable, mais qui, sur le plan antibiotique, il n'y a rien à dire. On sélectionne par médecin les patients, donc il est médecin traitant, qui ont donc plus de 16 ans, moins de 65 ans, hop, on élimine les vieux, on élimine les patients en infection de longue durée. Oui, moi j'ai beaucoup de PCO parce que dans ma région on peut tout le temps, je suis loin, c'est quelque chose, et puis il y a des tumeurs. Donc il reste la population jeune, en bonne santé. Et vous voyez cette variation des pratiques qui est extraordinaire, extraordinairement délétère. On prend les gros prescripteurs qui sont là, on peut être ici. Alors là, les qui ne prescrivent jamais, c'est des gens qui ne sont pas des médecins, et puis, enfin, en tout cas pas les prescripteurs, on ne peut pas faire la médecine générale sans ces antibiotiques, bien sûr. Et on voit qu'il y a 250 médecins là, qui prescrivent 7 fois dans l'année des antibiotiques à ces populations-là, et d'autres qui ont prescrit 144 fois. C'est insupportable, et personne ne fait rien. La médiane est à 40, donc l'indicateur de la ROS est un indicateur dur, c'est-à-dire qu'à 39, c'est un excellent docteur, vous touchez la prime, et à 41, c'est une crapule, et on vous taxe pas. Mais vous ne touchez pas la prime. Donc on pourrait mieux faire sur ce truc-là. Alors la variabilité saisonnière, c'est pareil, ça c'est une autre cabinet médicale. Vous voyez qu'on prescrit dans les 4 fois moins chacun d'antibiotiques que la moyenne des médecins de messe, et surtout, il y a peu de variations saisonnières. Alors que bien sûr, l'hiver, quand les rhinopharyngites et les grippes sévissent, les antibiotiques coulent à feu. Alors, si j'ai plus de 4 minutes, ça va être très difficile. La tête de Sophie Wang, qui consistait à recenser ce qui se fait à l'étranger. Donc, je vais, donc sur 17 pays, je vais en rester sur un truc fantastique. Voilà, c'est là. Il y a certains États américains et canadiens où certains antibiotiques sont sur entente préalable. Alors bien sûr, on n'a pas 3 semaines pour avoir la réponse, hein, c'est pas fax, c'est immédiat. Alors il y a 2 solutions. Ou vous signez une charte de respect des bonnes manières de prescrire les antibiotiques, notamment cela, et vous échappez en temps préalable, vous êtes soumis en temps préalable, et ça marche. Donc ça c'est dans l'Alberta, voilà. Et ça c'est extraordinaire aussi. Alors l'augmentin dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien l'augmentin, les Norvégiens n'ont pas de souci avec l'augmentin, parce qu'ils n'en ont pas. Et aller également en Norvège, il n'y a pas plus d'infections, par contre, il y a moins de bactéries multirésistantes. En France, nous avons 50 molécules disponibles, et vous voyez que les Norvégiens en ont 7. Et bien sûr, c'est corrélé, hein, les Pays-Bas qui consomment peu, moins de molécules disponibles, c'est des molécules de réserve qu'elles pourront être utilisées plus tard. Alors, en bonus, ça c'est pas dans la tête de Sophie, ça date d'il y a quelques jours, c'est la tête chinoise. Les Chinois, ils ont le même problème que nous, ils prescrivent trop d'antibiotiques. Alors malheureusement, je n'ai pas réussi à récupérer la diapo, mais c'est extraordinaire. Vous voyez une courbe qui grimpe, comme partout, et tout d'un coup, plom, est-ce qu'elle diminue? Alors, bien sûr, la question, comment ils ont fait les Chinois? Eh bien, les Chinois, ils ont fait très simplement, ils ont taxé les médecins gros prescripteurs, et donc ils ont ralenti leur prescription, et puis ceux qui étaient vraiment récalcitrants, ils ont mis en prison. Et un médecin en prison ne prescrit pas d'antibiotiques, ça marche très bien. Donc je vais suggérer ça à un ami syndicaliste, je l'ai rencontré dans le train, il m'a dit je suis pas sûr que c'est très populaire. Alors on va passer là-dessus, parce qu'il me reste le temps presque, parce que je voudrais quand même parler de la thèse de Marianne. Marianne, elle a fait une thèse, il y a quelques mois, sur l'acceptabilité des mesures visant à optimiser la prescription des antibiotiques par le médecin généraliste Laurent. Donc, elle a interrogé les médecins généralistes qui étaient volontaires pour répondre. Il y a bien sûr un biais stochastique, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est les médecins les plus dynamiques, les plus ouverts, que la question
intéresse qui répondent. Et donc, on leur a proposé 31 mesures, 24% de réponse, 31 mesures, pour savoir lesquelles ils seraient prêts à accepter. Alors, vous nous proposez de nous distribuer gratuitement des bandelettes urinaires, ok, on prend. Sauf qu'on distribue largement les bandelettes pour le test d'élucidation d'origine et que les médecins n'en font rien. Alors, modifier des recommandations, les améliorer, tout ça, bien pourquoi pas. Tant que c'est dans l'incitatif, vous voyez, quand c'est en vert, les médecins ils sont d'accord, et quand c'est en rouge, ils ne sont pas d'accord. Alors, quand on attaque la formation, on commence à tiquer. Rentre obligatoire, une formation pour les 2 ans, oh, ça commence à être un peu lourd. L'ordonnance différée, justifiée sur l'ordonnance et proposer ça, la conformité aux recommandations, alors il n'est pas question, même si ces docteurs-là, les meilleurs, ne veulent pas. Alors, quand on rentre dans un peu plus de coercition, aux outils de contrôle, alors là, c'est un billet ferme, vous voyez qu'il n'y a que du rouge. Les ententes préalables ne veulent pas en entendre parler. Voilà, il y a une résistance extraordinaire des médecins français, même parmi ces médecins qui sont les plus ouverts. Alors, on leur a ouvert une porte, on leur a dit maintenant on va vous faire des propositions qui ne vous concernent pas. Parce que vous, comme vous avez répondu, on imagine que vous êtes des petits prescripteurs, des bons docteurs, et on vous propose une série de mesures qui ne concerneraient que les mauvais, les autres. Alors on va se dire, ils sont d'accord. Maintenant, même là, ils ne sont pas d'accord. Et vous voyez que quand on dit, pas vous, mais les autres, quand même les mettre en préalable, ben, ils ne veulent pas. Ils ne veulent même pas qu'on. Voilà, ce corporatisme est terrible, je vous laisserai regarder ça dans le détail, surtout je me fais engueuler par la montre. C'est pas la montre. Alors, c'est un peu dommage, le temps presse toujours. Donc, la conclusion, ce n'est que la mienne. Hein. Ailleurs, honnêtement, il ne se passe pas grand-chose. Moi, je pense que c'est très culturel, cette histoire-là. Et je ne sais pas si celle qui a écrit le poster sur le groupe Balint et les prescriptions est dans la salle. Non, elle est repartie. Ah bah c'est bien dommage. Elle a écrit 3 lignes magnifiques. Les médecins, ils prescrivent parce qu'ils se rendent, ils prouvent qu'ils sont intelligents, ils prouvent qu'ils sont légitimes, ils prouvent que la consultation est justifiée pour des raisons irrationnelles. Les antibiotiques, c'est là-dedans. Alors, pour des raisons culturelles à l'étranger, on fait ce que nous. En France, nous, on fait des commissions, des plans, on fait beaucoup, mais les microbes résistent et les médecins aussi. Et la conclusion, c'est... Pardon ? Pas tous. Pas tous, évidemment. Et la question, c'est qui aura le courage politique d'affronter ce problème-là, parce que c'est vraiment un désastre potentiel à court terme, et donc le courage politique d'affronter les médecins, qui vont bien sûr entraîner avec eux leur passage dans la rue. Et puis, question annexe, réfléchissez, on a en 30 ans diminué par 3 la mortalité routière,